Vous avez sans doute pu admirer, en passant devant le Macval, l'immanquable chaufferie avec cheminée de Jean Dubuffet. Cette sculpture monumentale, la voici, mais en miniature. Nous sommes à la Fondation Dubuffet à Périgny-sur-Yerres. C'est ici que sont regroupées et exposées les collections de l'artiste. Visite guidée avec Sophie Webel, la directrice de la Fondation. Je suis en train de pénétrer sur la closerie Falbala, œuvre de Jean Dubuffet, construite entre 1971 et 1973, construite par Dubuffet pour son propre usage, parce qu'il voulait y installer au centre une chambre qu'il va appeler sa chambre d'exercice philosophique, qui est le cabinet logologique. Et là, vous avez devant vous la villa, qui a été d'abord construite donc pour abriter ce cabinet logologique et qui, petit à petit, va s'étendre jusqu'à ce terrain mouvementé avec ses tracés noirs, les murs qui circonscrivent cet ensemble pour devenir ce que Dubuffet va appeler la closerie Falbala. Il a construit cette œuvre en béton au sol. La villa elle-même est en résine, résine plastique, matériau très moderne pour l'époque et que Dubuffet utilisait beaucoup pour ses sculptures. Nous voilà donc au centre de cette villa Falbala, dans le cabinet logologique qui est la raison d'être de la construction de cette villa et de cette closerie Falbala. Ici, c'est le cœur de ce cycle d'œuvres de Dubuffet qui va durer de 62 à 74, qui s'appelle l'ourloupe. Et l'ourloupe, qui est un mot inventé, comme beaucoup de mots du Dubuffet, fait penser à entourloupe, à riquet à la houppe. C'est une espèce d'évocation de quelque chose. Et là, on est dans une évocation de personnages, d'objets. Là, on voit assez clairement un personnage avec ses yeux, sa bouche, ses pieds de travers. Chacun peut y voir quelque chose, ce qu'il veut finalement. C'est une espèce d'illusion de la réalité. Si Jean Dubuffet a créé cette fondation, c'est entre autres parce que dans l'idée de cet artiste, on ne comprend l'œuvre d'un artiste qu'en voyant un ensemble d'œuvres et pas uniquement un tableau par-ci, par-là. Donc son idée, c'était de rassembler, de préserver et de donner à la connaissance de tout le monde son œuvre artistique, musicale également, puisque Dubuffet a fait de la musique, littéraire, parce que Dubuffet était aussi un écrivain exceptionnel. Cette salle ici, exceptionnelle, c'est la salle dite de Coucou Bazar. Coucou Bazar qui était un spectacle que Jean Dubuffet a créé en 1973. C'est l'un des joyaux de notre fondation. C'est un spectacle qui a été donné à deux occasions, en 1973 au Grand Palais et puis à New York au Guggenheim Museum et en 1978 grâce au mécénat de Fiat à Turin. C'est vraiment une œuvre exceptionnelle pour laquelle Dubuffet avait même fait de la musique, une œuvre totale, avec des costumes dans lesquels les personnes, des danseurs se mouvaient très très lentement parce que c'est des costumes assez lourds, assez difficiles à porter. Et l'idée, c'est que toujours les choses se passent horizontalement. Hein, cette idée de plan qui bouge, d'un tableau qui s'anime, le bal de l'ourloupe.
Le spécialiste de la résine à l'époque, dans les années 70, se trouvait à Périgny-sur-Yerres. Et Dubuffet va construire ces immenses ateliers pour y loger ses assistants et faire tous ces travaux d'agrandissement et de sculpture à partir des années 60, à partir de 71, 72, et ce, assez tardivement. Donc on est entouré de différentes petites sculptures qui sont dites donc maquettes d'architecture, et là nous en avons une assez intéressante, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une pré-maquette de la closerie Falbala, et on voit très bien que Dubuffet n'a pas tout de suite pensé à une villa en noir et blanc. Elle était en couleur au départ, et finalement elle sera en noir et blanc, ce qui va resserrer un peu cette impression de blancheur. Alors là, vous avez une très très grande maquette en blanc qui s'appelle le site scripturaire, qui était un projet pour la défense dans les années 70-74. Projet qui malheureusement n'a pas abouti pour différentes raisons, sans doute principalement de budget. La première commande de sculpture monumentale qui a été faite à Dubuffet est venue des États-Unis. En 1969, c'est David Rockefeller qui lui a commandé une sculpture pour mettre devant la Chase Manhattan Bank à New York, où elle est toujours, qui est le groupe de 4 arbres. C'est un ensemble qui est à 12 mètres de haut. Beaucoup d'œuvres de Dubuffet ont été construites aux États-Unis, où il y a une vraie culture de la sculpture monumentale. Cette œuvre-là, c'est le Bocteau. C'est une commande de la Scaler Foundation pour le centre Pompidou, mais c'est en dépôt dans la station de sport d'hiver qui est à Flaine. Vous pouvez visiter la Fondation Dubuffet sur rendez-vous, et puis sachez que certaines œuvres de l'artiste sont également présentées en permanence au MACBAL. En 1940, la France est occupée par l'armée allemande sur près des 2/3 de son territoire. C'est le refus d'accepter cette situation qui conduira des hommes et des femmes à s'engager dans ce qu'on appellera la résistance. Bienvenue au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, la collection la plus importante en France sur l'histoire de la résistance française, une histoire nationale, mais auquel ont participé des ressortissants de 75 nationalités différentes, d'où la place, dès l'entrée dans ce musée, évidemment de Jean Moulin, autour duquel vont se rassembler l'ensemble des composants de la résistance, mais aussi de Missak Manouchian, symbolisant cette place qu'ont eue les étrangers, les immigrés, dans ce combat pour la libération du pays. Nous entrons dans la salle dédiée aux années 1942-1944, année charnière de la guerre. Cette salle, comme toutes les autres dans la chronologie, permet à travers des documents, des petites traces papier, mais aussi de très nombreux objets, de découvrir des histoires singulières d'individus, de petits groupes qui ont contribué à ce que l'on a appelé la résistance. Les collections du musée ont cette originalité
qu'elles proviennent toutes de dons d'anciens résistants et résistants ou de leurs enfants. Plus de 5000 donateurs depuis 1965, ce qui constitue une collection de plus de 600 000 pièces aujourd'hui. Le musée accueille dans l'année majoritairement des jeunes et des jeunes scolaires, en particulier dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. Ces jeunes viennent découvrir le sens de l'engagement de leurs aînés pour des idéaux qui sont toujours inscrits sur les frontons de nos bâtiments publics qui s'appellent liberté, égalité et fraternité. Nous sommes ici dans la salle de consultation du centre de conservation du musée de la Résistance nationale. Les collections ne cessent de s'enrichir grâce au travail des 4 archivistes présents au musée et aussi aux études produites par les chercheurs. La collection est en permanence valorisée dans le cadre d'expositions temporaires au musée, mais aussi dans de très nombreuses expositions pour lesquelles le musée prête en France et à l'étranger, ainsi faisant vivre cet esprit de résistance. Le musée de la Résistance nationale vous ouvre ses portes tous les jours, sauf le lundi. Les infos et les horaires sur le site internet du musée. En 1978, nous sommes arrivés dans ce lieu avec mon conjoint. C'est un lieu un peu extraordinaire, une vieille gare désaffectée où il y avait de la place et on était des fanatiques d'élevage. Et puis on était aussi des fanatiques du jardinage. On a eu des enfants qui ont fini par aller à l'école. Et quand à l'école ils ont dit « Maîtresse, j'ai un poussin, tu verrais, j'ai un chevreau, mon agneau, il est super », les maîtresses ont demandé à venir nous voir. Et puis de bouche à oreille d'enseignants, ça a été beaucoup plus vite qu'on avait pensé. On a créé une association pour mettre un cadre juridique au fait que sur ce lieu, on reçoive des enfants. Et depuis, on reçoit entre 2000 et 3000 enfants tous les ans. C'est comme quelqu'un qui aurait 28-30 ans. On pense que cette société, la société dans laquelle on vit actuellement, produit des citoyens qui sont très éloignés pour la plupart de la nature et que ça finit par poser des problèmes parce que les gens pensent que tout est immédiat. Or, dans le biologique, rien n'est immédiat, tout a son rythme. Et c'est pour montrer ce rythme, en fait, qu'on aime recevoir des enfants. On reçoit aussi des groupes d'adultes, des fois, sur les thèmes comme en particulier l'agriculture biologique. Et alors, c'est une vieille variété de blé, c'est du blé rouge. Quand on a commencé, on était très en avance sur notre temps. Les gens ne pensaient pas spécialement à bien manger, à manger des produits sains, etc., des produits locaux. Maintenant, on pense à manger sain, on pense à des produits locaux, on espère des animaux élevés correctement, on espère que le public soit sensibilisé, en particulier les enfants, à ce type de choses. Donc je pense que la ferme a un bel avenir. La situation économique aujourd'hui, elle est correcte, mais elle est correcte avec la ferme qui est tenue par des bénévoles. Dès lors qu'il faut qu'on génère un ou plusieurs salaires, il va falloir générer du chiffre d'affaires pour payer les gens et les charges sociales. Donc, qui dit générer du chiffre d'affaires, ça veut dire développer des activités supplémentaires. On pensait notamment à développer du maraîchage, à développer un atelier de poules pondeuses. Et pourquoi pas, à terme, un paysan boulanger, par exemple. Enfin, on peut tout imaginer, hein. On voudrait que cette association se transforme en société coopérative. Parce que dans une société coopérative, on a un potentiel beaucoup plus important de développement. En plus, les collectivités territoriales peuvent entrer dans le capital de la société coopérative, ce qui est intéressant, dans le cas de la SIC. Les citoyens peuvent aussi acheter des parts sociales. Alors on se fait accompagner par l'URSCOP. Pour l'instant, on n'a pas tellement commencé les démarches parce que pour monter une société coopérative, il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Et les principaux acteurs, c'est les salariés de la structure. Voilà, donc on fait les choses dans l'ordre. On veut d'abord recruter ces salariés, et puis avec les salariés, on veut pousser le projet plus loin.